micro. OK. Voilà, le micro est allumé. Et je vous dis bonsoir, chers amis, chers participants à cette nouvelle conférence en ligne avec notre invité ce soir, une jeune femme, on peut dire, jeune fille presque, mais avec beaucoup d'expérience, Madame Lola Hoth, la directrice d'une ONG, organisation non gouvernementale, comme vous le savez, basée à Strasbourg, qui s'appelle Octopus. Je ne vais pas dire plus parce qu'elle va vous dire encore plus elle, mais moi, j'ai quelque chose derrière ma tête concernant cette organisation non gouvernementale. Et j'espère que vous aurez aussi la possibilité de poser des questions et de vous intéresser à ce que fait cette organisation non gouvernementale. Avant de donner la parole, je la remercie tout d'abord, Lola, d'avoir été notre invitée, d'avoir accepté notre invitation. Et j'aimerais vous présenter mes collègues. Et vous vous présentez tout seul, voilà. Comme ça, je parle un peu moins. Bonsoir à tous, moi c'est Émilie et je suis stagiaire au service visiteur et conférences. Voilà, je suis très contente d'être avec vous ce soir. Bonjour aussi de ma part, moi je m'appelle Dina, je suis une collègue de Evangelos, je travaille aussi comme Evangelos à la DGCOM et comme toujours on est derrière les ordinateurs, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à l'écrit dans le chat aussi. Merci Sina, merci Émilie. Et moi, je dois remercier aussi notre collègue qui est derrière les vitres. Et voilà, il nous a écoutés, il a souri. Parce que sans eux, on ne peut pas organiser une telle conférence online. J'aimerais juste vous donner deux petites informations concernant cette conférence. Sachez tout d'abord que cette conférence sera enregistrée et demain, à partir de demain après-midi, diffusé sur la chaîne YouTube. Donc, ceux qui ne peuvent pas être là ce soir, ceux qui veulent voir encore de quoi on a parlé ce soir, ils ont toute la possibilité de revoir cette conférence. Alors, cette conférence est dans le cadre de ce qu'on appelle, nous, les mardis strasbourgeois. De quoi il s'agit? Des choses très simples. Nous essayons, dans un volet métier du Parlement européen, de montrer ou de faire venir nos collègues qui travaillent au Parlement européen en dehors des sessions, expliquer au public strasbourgeois, plus large aussi, Grand Est, qu'est-ce qu'il fait le Parlement européen en dehors des sessions. Parce que, comme je dis souvent, le Parlement européen, ce n'est pas que des rapports, des amendements ou des résolutions ou des débats houleux. C'est aussi des personnes qui travaillent pour faire fonctionner les bâtiments et fonctionner tout simplement la vie législative du Parlement et de l'Union européenne. Donc, c'est pour ça que nous avons invité, dans un premier temps, le responsable de l'audiovisuel, le responsable de la restauration, le responsable de la sécurité. Nous avons invité aussi nos stagiaires pour vous expliquer au public c'est quoi un stage au Parlement européen. Ça, c'est un volet, comme je disais, les métiers du Parlement européen. Et l'autre volet, ça rentre dans cette catégorie, dans cette thématique, votre présence ici ce soir. Nous essayons d'inviter les responsables, les directeurs des associations, comme la vôtre aujourd'hui, c'est-à-dire la société civile du Parlement, de Strasbourg, pardon, pour que nous, du Parlement aussi, mais aussi le grand public strasbourgeois, puissent savoir qu'il y a des gens qui travaillent quand même pour le bien-être des animaux, parce que nous avons invité aussi les responsables de la SPA, pour le bien-être de la planète, comme c'est votre cas aujourd'hui. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je vous donne la parole, Lola.
à vous de nous présenter ce que vous faites. Merci encore une fois. Merci à tous les 3 pour, l'invitation. C'est une transition parfaite parce que vous avez parlé, de la SPA, si je ne me trompe pas. À savoir que, la présidente de la SPA est également la présidente, d'Octopus ou Octopus, comme on a l'habitude, d'entendre ici à Strasbourg, parce que, c'est vrai qu'en France, on a un petit peu du mal avec l'anglais. Mais la raison pour laquelle on a décidé, d'appeler cette, association ou cette ONG, comme, vous l'avez bien précisé au départ, Octopus, donc, c'est, la traduction de la pieuvre en anglais. On a voulu mettre un apostrophe, après le P. Je t'interromps, d'origine grecque, le mot. Il est d'origine En grecque. anglais, peut-être, oui, mais il vient d'origine grecque, le mot. Octo, c'est 8, pouce, pied. Exactement, c'est pour ça Eh qu'on oui. est 8 Voilà, cofondateurs. Et justement, l'ONG, l'idée, de sa création est née en Grèce. Je reviendrai sur la genèse, du projet un petit peu plus tard, mais pour expliquer, rien que déjà pourquoi, ça s'appelle, Octopus ou Octopus. Oui, comme, tu l'as bien mentionné, octo, ça veut dire 8. On est 8 cofondateurs, 8 Strasbourgeois et Strasbourgeoises, qui ont décidé de se mettre ensemble justement pour défendre cette image, du poulpe qui, pour nous, est le symbole de la biodiversité marine avec, son sang bleu, ses tentacules et ses 3 cœurs. C'est justement les 3 missions qu'on a. Avec Octopus, on a 3 piliers qui vont être, sensibilisés, dépollués et préservés. Le projet, il est né, de l'envie de contribuer à la restauration des récifs coralliens, puisqu'on s'est rendu compte que, finalement, en tant que Français, on avait une responsabilité dans la préservation de la biodiversité marine, mais qu'on n'était pas forcément au courant, de l'espace maritime français. Même les DOM-TOM, c'est difficile pour, de nombreuses personnes, rien que de les nommer et encore pire, de les placer sur une carte. Et c'est pareil pour le corail. Quand on pose la question de qu'est-ce que c'est, on a souvent du mal à avoir une réponse puisque c'est quelque chose qui est assez particulier, mais finalement, c'est un animal et il mérite d'être préservé en tant que tel. Ce constat de la disparition des récifs coralliens, on n'a plus forcément besoin d'en parler puisqu'on est au courant que le réchauffement climatique a des impacts sur la biodiversité marine, mais on est peut-être moins au courant qu'en tant que Français, on a vraiment une richesse et une biodiversité qui est à préserver et cette responsabilité, on avait envie de la porter à Strasbourg et d'amener l'océan à Strasbourg en créant Octopus à Strasbourg pour amener l'océan dans la capitale européenne. Donc voilà, ça c'était vraiment la première étape de pourquoi ça s'appelle comme ça, combien de personnes on est à travailler sur l'ONG. Et après, je peux vous parler un peu plus des actions qu'on mène ici à Strasbourg. Je continue? Tu peux continuer, sauf s'il y a déjà des intéressés pour poser des questions. On fait vraiment beaucoup de choses, donc je peux continuer assez longtemps, mais s'il faut m'interrompre, n'hésitez pas à le faire. Moi, je vous propose de continuer. Ok, très Comme bien. ça, vous allez inciter à nos participants de poser des questions. Ok, Ils super. vont apprendre beaucoup de choses, mais des fois, c'est un peu compliqué parce que soit ils n'arrivent pas à poser des questions parce que vous avez tellement bien présenté ou trop parlé, et des fois, ils n'osent pas, mais je m'adresse à tous les participants. Osez, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, juste avant de donner la parole encore à notre invité Lola, si vous voulez poser la question, vous levez la main si vous êtes sur l'écran, et vous le savez très bien. Et si vous ne voulez pas apparaître parce que demain vous serez sur YouTube, vous pouvez poser la question sur le chat. Très bien, je vais vous raconter alors l'histoire de cette jeune organisation, puisqu'elle a été créée en août 2019, donc avec 8 personnes. On s'est installé à Strasbourg dans nos locaux le 1er mars 2020.
Donc déjà qu'être une organisation de protection des océans à Strasbourg, c'est compliqué. Je vous laisse imaginer à quel point c'est difficile de s'installer 2 semaines avant une pandémie mondiale. Mais finalement, on a réussi à tenir le coup et on s'est rapidement rendu compte qu'à Strasbourg, en France, de façon générale, c'était très compliqué d'amener la thématique des récifs coralliens auprès du grand public. Du coup, on a beaucoup réfléchi, on s'est posé la question de comment faire pour apporter cette thématique de façon ludique et déculpabilisante, qui sont vraiment l'ADN d'Octopus. Dans toutes les actions qu'on va mettre en place, on va essayer de garder ce ton ludique et déculpabilisant pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'intégralité des cofondateurs qui ont contribué à la création de cette organisation ne sont pas issus d'un milieu scientifique ou environnemental. Moi, du coup, personnellement, en tant que directrice de l'ONG, je suis issue d'un cursus de droit humanitaire spécialisé dans l'aide aux réfugiés et du coup, j'ai beaucoup travaillé en Grèce sur la crise migratoire et c'est à ce moment-là que j'ai été confrontée en fait aux enjeux et aux répercussions de la pollution plastique sur l'environnement. En travaillant en Grèce, j'ai découvert aussi beaucoup de solutions finalement qui étaient portées, notamment dans les camps de réfugiés, pour pouvoir traiter en circuit court la pollution qui était engendrée par tout simplement les livraisons humanitaires. Ça va être les bouteilles d'eau, ça va être les emballages autour de la nourriture. Et par rapport à la Grèce, justement, c'est un pays européen avec beaucoup d'îles, mais avec pas forcément de système de traitement des déchets sur site, avec pas forcément d'eau potable. Et moi, en tant que humanitaire qui était venue pour aider les réfugiés, je me suis vite rendu compte des paradoxes qu'il y avait entre tenter d'aider entre guillemets une catégorie de personnes et puis finalement avoir un impact négatif sur la population locale, l'environnement. Et je me suis posé la question de comment faire pour que tout le monde se sente concerné par cette thématique. Et du coup, en revenant à Strasbourg et en décidant de me réorienter vers le droit de la mer pour préserver les récifs coralliens et en voyant aussi que l'intérêt n'était pas partagé de tous et voulant garder ces valeurs ludiques et déculpabilisantes, on a décidé de mettre en place des solutions qui seraient accessibles à tout un chacun, indépendamment des tranches d'âge, indépendamment du fait qu'on parle français ou non, pour pouvoir se confronter aux solutions qui existent et qui sont accessibles, même en étant éloignés des littoraux, pour pouvoir agir sur finalement les causes de destruction des récifs coralliens, à défaut de pouvoir agir sur la restauration des récifs. Donc, le point positif avec Octopus, c'est qu'après 3 ans d'existence, qui est du coup le cas aujourd'hui, nous avons dépassé la barre des 3 ans. On a réussi à trouver une solution pour les 2 problématiques. Donc la première, en agissant directement sur la restauration des récifs coralliens, à travers, la réimplantation, de coraux directement en Grèce, qui est le lieu où finalement le projet est né. On va me poser la question de pourquoi en Grèce et pourquoi en France? La réponse, je l'ai déjà un petit peu donnée, c'est que finalement en Grèce, on va avoir, des leviers qui sont inférieurs à ce qu'on peut mobiliser en France. En France, on a déjà des solutions en Corse, dans le sud, alors qu'en Grèce, c'est quelque chose qui est moins démocratisé et moins connu. Et moi, en tout cas, avec le réseau que j'avais la possibilité de répondre à cette problématique. Et si on parle à une échelle européenne, finalement, ce qui se passe en Grèce nous revient aussi directement en France. Et je pense pour toutes les personnes qui sont déjà allées dans ce beau pays que justement le tourisme est quelque chose aussi sur lequel on doit se questionner. Du coup, avec Octopus, on essaye vraiment de travailler au quotidien en abordant les causes de destruction des récifs coralliens. J'ai mentionné la pollution plastique. Pour la pollution plastique, on a une solution qui est basée donc, au port du Rhin, dans le tiers-lieu des ateliers éclairés. Ce fameux endroit où on s'est installé le 1er mars 2020.
Et en fait, c'est un lieu qui est ouvert au public toute la semaine de 14h à 19h, où vous pouvez venir nous rencontrer, déposer vos déchets plastiques et transformer ces déchets directement en objets, ce qui va vous permettre déjà de développer votre créativité, de comprendre ce qu'est la matière plastique et de pouvoir agir directement sur ce type de pollution, voire en bout de chaîne d'être sensibilisé et puis finalement de peut-être plus produire de déchets plastiques ou de pouvoir former les personnes qui sont dans votre entourage à comment valoriser directement en circuit court ces déchets-là. Puisque c'est très bien de mettre ces poubelles, enfin, ces déchets dans la poubelle jaune, mais par contre, on perd la main. Qu'est-ce que devient ma bouteille plastique? Est-ce que ça va devenir une autre bouteille plastique? Est-ce que ça va devenir un sachet plastique derrière? Ce qui est sûr, c'est que ça va devenir un déchet qui sera de moindre qualité que ce qu'on aura mis dans cette poubelle. Donc, avec Octopus, on essaye de sensibiliser à ces petites thématiques et on a été très médiatisé en août 2020. Donc, on était toujours dans une situation un petit peu compliquée avec le Covid, mais peut-être que vous vous souvenez de cette marée noire qui a eu lieu à l'île Maurice. Et en fait, Octopus a été contacté pour essayer de trouver une solution à cette marée noire afin de préserver les récifs coralliens qui sont à l'île Maurice. Dans l'équipe des cofondateurs, on avait la chance d'avoir Lisa, qui est une jeune femme qui travaille beaucoup sur le cheveu, puisqu'elle a une auto-entreprise de shampoing. Et à l'époque, elle était tombée sur en fait, le pouvoir absorbant des cheveux, qui est en fait de 1 pour 8. Donc, pour 1 kilo de cheveux ou de fibres capillaires, ça fonctionne aussi avec les poils d'animaux, vous pouvez absorber jusqu'à 8 litres d'hydrocarbures. C'est une solution qui a été brevetée par la NASA il y a très très longtemps, qui a été utilisée sur beaucoup de marées noires. Et du coup, on a été impliqué en fait dans la résolution de la marée noire à l'île Maurice. Et à ce moment-là, on a voulu aussi apporter cette solution à Strasbourg, puisque là, c'était un petit peu le coup du hasard que de se retrouver impliqué dans la gestion de cette catastrophe écologique. Et on a eu énormément de colis de cheveux ou de poils d'animaux qui nous sont parvenus pendant très longtemps et toujours aujourd'hui, puisque c'est vrai que Donc le public répond le se public participe. répond. Et comme en introduction, je disais que la présidente d'Octopus est également présidente de la SPA, c'est vrai qu'on est confronté à un déchet qu'on connaît peu et qui peut être une véritable ressource, que ce soit les cheveux ou les poils d'animaux, puisque par rapport aux cheveux, on est à plus de 4000 tonnes par an qui sont jetées. C'est en fait 50% de la poubelle d'un coiffeur. Quand vous allez chez le coiffeur, il va mettre les cheveux coupés à la poubelle, ça paraît logique. Et idem quand vous brossez votre animal chez vous, enfin voilà, vous les conservez rarement en général, à part peut-être des petits artisans qui vont faire des choses avec, mais de façon globale, il n'y a pas de solution pour les déchets capillaires, alors que c'est une matière qui est organique. Donc on parle énormément du compost ces derniers temps, mais peu des déchets capillaires, alors qu'ils ont une utilité dans le compost, mais ils ont aussi une utilité en termes de pouvoir absorbant. Donc étant basé à Strasbourg, capitale européenne, avec ce fleuve quand même, le Rhin, qui traverse pas mal de pays, on trouvait intéressant d'ouvrir aussi nos activités à la valorisation des déchets capillaires afin de pouvoir faire des filtres qui peuvent avoir une utilité, certes, pour la dépollution. Donc, potentiellement, notre objectif, ça serait de faire une dépollution des hydrocarbures présents dans le Rhin avec les filtres à base de cheveux ou de poils d'animaux. Mais ça peut aussi avoir une utilité pour les particuliers, les personnes à Strasbourg qui vivent en péniche. Ça permet également de remplacer les bâches plastiques en permaculture, puisque ce qui est intéressant aussi dans le cheveu, c'est qu'il a de l'ADN humain.
Donc du coup, il va avoir un effet répulsif pour tous les animaux indésirables et ça va permettre, voilà, de préserver la culture. Pour 1 kilo de cheveux, on a aussi 200 litres d'eau qui sont économisés, donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et en fait, c'est tout l'objectif d'Octopus, c'est, de prouver que même en étant éloigné des littoraux, si on commence à regarder un petit peu la face, cachée des déchets, bah, peut-être qu'on peut consommer, en meilleure conscience, en tout cas, adopter des, gestes qui vont être, alternatifs ou simplement voir la valeur de ces déchets, que ce soit les cheveux ou le plastique. Voilà. Parfait, mais tellement de, tellement riche cette présentation, tellement de choses qui nous passent par la tête, et on se dit, moi personnellement, mais comment est-ce possible une si petite organisation non gouvernementale basée à Strasbourg s'occuper de l'océan, des petits cours d'eau aussi, parce qu'il n'y a pas que l'océan qui peut être pollué. Vous venez de mentionner un très grand cours d'eau, le Rhin, mais j'espère que les participants seront intéressés à poser des questions sur vos activités. Mais moi, avant de laisser la parole à mes collègues aussi, j'ai vu que cet été, vous ne vouliez pas les dire parce que vous n'allez pas vous lancer des fleurs. Vous, personnellement, Lola Haute, vous étiez invité à la conférence des Nations Unies à propos de l'océan à Lisbonne, entre le 27 juin et le 1er juillet, si je ne me trompe pas. Parce que à cette période-là, on vous a contacté pour vous proposer cette conférence et on nous a dit non, il n'est pas là, il est à la conférence des Nations Unies à propos de l'océan à Lisbonne. Bon, personnellement, je dis, bah, elle est importante cette personne. Maintenant, je vois, mais évidemment, même si vous êtes jeune, vous êtes importante. Alors, une question très simple. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à propos de cette conférence à Lisbonne? Oui, avec plaisir. Alors déjà, ça a été une, belle surprise puisque, Octopus, depuis l'origine, on travaille avec le dispositif, Erasmus+, qui est en fait, on va dire le pendant de Erasmus que la plupart des étudiants, connaissent, qui permet de réaliser, une période dans une université, étrangère. Par contre, pour les personnes qui sont pas en études, il y a pas cette possibilité de partir, en mobilité. Donc, nous, c'était quelque chose de très important dans notre philosophie, dans notre ADN, que d'être dans un partage, de bonnes pratiques, de pouvoir, envoyer des jeunes en mobilité pour se sensibiliser justement, aux questions qui ont lieu, enfin qui sont en lien avec, la protection des océans. Vu qu'à Strasbourg, on n'a pas les océans, c'est un peu difficile de sensibiliser les gens sans qu'ils y soient confrontés directement. En travaillant donc, avec ce réseau européen, là, à l'heure actuelle, on a plus de 250 organisations qui sont partenaires dans 43 pays, puisque Erasmus+, c'est pas que l'Europe, c'est aussi les partner countries, donc les pays partenaires. On nous avait demandé de postuler à ce qu'ils appellent Youth for Ocean Forum, donc le forum des jeunes ambassadeurs de l'océan, qui est en fait un petit peu partout en Europe et hors Europe. Donc un petit peu naïvement, j'avais envoyé une candidature qui nous permettait d'être dans la base de données de ce forum des jeunes ambassadeurs. On a été reçus et ils nous ont annoncé, un petit peu au dernier moment, en nous relançant en fait, pour nous demander si effectivement on participerait, au sommet mondial des océans qui a eu lieu donc, à Lisbonne en juin dernier, puisqu'on avait gagné un prix. Donc on a été, awardé, du prix dans la catégorie, Business, and Innovation, justement pour ce procédé de transformation des déchets capillaires, en filtres.
Donc voilà, on a été invité à présenter cette solution à Lisbonne et on a rencontré énormément de jeunes à cette occasion et des moins jeunes, ce qui nous a vraiment confortés dans notre légitimité à parler d'océan à Strasbourg, parce que c'est vrai qu'en tant que jeune structure qui a traversé la pandémie, qui est composée en majorité de jeunes de moins de 30 ans. Des fois, on a un petit peu un déficit de confiance. On se demande si ce qu'on fait, ça a vraiment du sens. Et le fait d'avoir ce prix directement au sommet mondial des océans à Lisbonne, ça nous a vraiment fait beaucoup de bien. Et à l'issue en fait de cette certification, on a eu d'autres récompenses. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a vraiment envie de poursuivre notre combat qui est d'amener l'océan à Strasbourg. Parfait, merci beaucoup. C'était une très bonne présentation de votre participation. Je retiens le mot que vous avez dit. Tout naïvement, j'ai déposé ma candidature et ça a été accepté. Je me suis dit, tiens, si on ne dépose pas de candidature, on ne peut pas être accepté, que ce soit aux Nations Unies, que ce soit à votre organisation, que ce soit au Parlement européen. Donc, il faut oser, tout simplement, oser protéger l'environnement, protéger l'océan, protéger la planète, oser participer aussi à une conférence des Nations Unies sur l'océan. Parce que moi, quand j'attends Nations Unies, c'est plutôt le casque bleu, donc c'est la guerre, ainsi de suite. Mais non, il y a aussi une autre partie qui est beaucoup plus humanitaire. Alors, je ne vais pas poser de questions parce que j'en ai plein. En vous écoutant, ça suscite plein de questions. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, est-ce qu'un de mes collègues peut parler? Oui, alors je me demandais, j'ai aussi vu votre site internet que je trouve assez bien, le design assez frais et il est assez beau. Je me demandais comment est-ce que, donc vous êtes 8, comment vous trouvez des personnes est-ce que vous trouvez des personnes qui vous aident, des partenaires? J'ai vu que votre partenaire, c'était aussi une agence de communication à Strasbourg. Comment vous faites pour trouver, solliciter ces partenaires, pour leur donner envie de travailler avec vous et comment ça se passe aussi avec le financement? Je ne sais pas si eux-mêmes sont des bénévoles, si vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça. Oui, tout à fait. Alors, pour nous, avant même d'avoir créé l'organisation, c'était essentiel que de faire appel à une agence de graphisme. Justement pour casser un petit peu cette image vieillotte que les associations peuvent avoir et pour pouvoir diffuser nos valeurs qui sont donc d'être ludiques, déculpabilisants, inclusifs et de vouloir apporter finalement les océans à Strasbourg. Donc on s'est dit que si on n'avait pas d'identité graphique reconnaissable, ça allait nous handicaper puisque déjà le combat qu'on veut porter est pas forcément évident. Donc en plus, il n'y a pas d'adhésion et qu'on n'est pas reconnaissable, ça allait être compliqué. Au-delà de ça, on voit aussi que le digital, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. Et du coup, c'est... Je sais pas, je continue à parler ou... Ouais. Non, moi, ça me dérange pas, mais... On va travailler dans le noir, comme on travaille à 19 degrés dans le bureau actuellement. Sobriété énergétique, paraît-il. Ah, ils ont dû couper, je Nos pense. collègues de la régie sont prêts à nous aider pour avoir la lumière. En tout cas, moi, ça me dérange pas. Je peux continuer si le son fonctionne. à Si la le son limite. fonctionne, oui. Est-ce que vous nous attendez, les participants? Parce que bon, on est un peu plus sombre, mais c'est encore mieux parce qu'on ne voit pas nos défauts comme ça. Et puis, on en a marre d'être toujours sur le fait de l'actualité. Du coup, ouais, pour nous, Allez-y. on s'est vite rendu compte que pour pouvoir faire passer un message, il fallait exploiter le numérique, le digital.
Et notre ambition, c'était de faire en sorte d'avoir l'adhésion des plus jeunes, puisqu'on se rend compte que finalement, si le combat, il n'est pas compris par, les plus jeunes, on va avoir, du mal à convaincre, finalement, les parents et les personnes, plus âgées. Par rapport au financement, pour les financements, on a eu vraiment beaucoup de chance puisqu'on a eu, un don, de 9 000 € le premier mois de création de l'ONG, d'un partenaire qui s'appelle, Passion Explorer, qui est une agence de voyage, éthique et qui nous a du coup, orienter cette, donation qui nous a permis, de payer l'agence, de graphisme pour, pouvoir, avoir notre identité et qui nous a permis d'investir dans nos premières res machines de recyclage, issues du mouvement, Precious Plastic, donc plastique précieux. Je ne sais pas si vraiment on le traduit, parce que c'est vraiment un mouvement, qui s'appelle, Precious Plastic, que j'avais découvert en Grèce, dans les camps de réfugiés dans lesquels je travaillais et cette somme nous a permis donc, de commander, la création de machines, en Grèce, à nouveau. Puisque si on avait obtenu le même montant et qu'on avait commandé les machines en France, ça aurait pas du tout suffi, parce que là, on était quand même sur un x5 entre la France et finalement de le faire en Grèce. Donc ça, c'était la première donation qu'on a eue et puis après, en fait, c'est un travail de longue haleine de rédaction de demandes de subventions, d'animation de réseau pour, avoir des adhérents. On dit aussi beaucoup, Octopus, Network parce qu'on a vraiment un gros réseau, qui nous permet de bénéficier de mécénat de compétences, que ça soit sur les relations presse, médias. On a des partenariats stratégiques aussi, par exemple avec, l'école de management de Strasbourg, qui peut un petit peu nous aiguiller sur, comment faire en sorte d'être rentable. Même si on vise pas forcément la rentabilité avec une ONG, on aimerait juste se maintenir, à flot. Donc voilà, les financements dans une association, c'est jamais simple, mais par contre, on a la chance de pouvoir, vraiment compter, sur une communauté, sur des bénévoles et des partenaires, qui nous soutiennent autant que possible et dans la première année d'existence de l'ONG, absolument tous les membres de notre réseau, que ce soit en nourriture, en restauration, en atelier, ont tout fait gratuitement pour nous. Donc s'ils nous regardent, je les remercie et voilà, donc c'est un petit casse-tête, mais on est toujours là et du coup, c'est que ça fonctionne pour le moment. Très bien, merci beaucoup, Émilie, pour la question et merci aussi à Lola d'avoir répondu clairement. Alors, il y a une question par écrit de Pompilio, chef d'établissement. Combien de stations d'épuration sont mises en place à Strasbourg? C'est que les extrémités du réseau de collecte divers processus de dispositifs physiques et biochimiques pour dégrader les matières organiques et les séparer de l'eau. Voilà. J'espère que vous avez compris la question. Alors oui, j'ai compris la question. Malheureusement, je ne pourrais pas répondre de façon très précise, puisque nous, on intervient plutôt sur, la sensibilisation et ce qu'on appelle le low tech, donc les low technologies. Typiquement, si on identifie une personne qui travaille dans une station d'épuration et qui peut être intéressée pour mobiliser, notre procédé de filtre, justement pour, tout ce qui va être, pollution à hydrocarbures ou même là, on est en train de développer une V2 pour pouvoir aussi agir sur les micropolluants. À partir de là, on peut les accompagner, mais notre but en tant qu'organisation, c'est pas de se suppléer aux services, qui sont mis en place par la ville ou par des entreprises. De un, parce qu'on n'a pas les ressources, en fait, humaines ni financières. Par contre, on est vraiment là pour, être dans une position d'accompagnement et proposer en fait, des solutions, low tech. Donc, low technologie, ça veut dire, qui ne demandent, pas beaucoup d'énergie, comme finalement utiliser des cheveux pour absorber des hydrocarbures plutôt que des grosses, pompes ou, valoriser les déchets plastiques, dans une, antenne, donc la nôtre à Strasbourg en circuit court, plutôt que de les envoyer à Marseille pour les broyer et les renvoyer à Lyon pour, en faire autre chose. Donc on va vraiment être sur, la sensibilisation, au circuit court et aux low technologies et moins dans ce qui va être très, très technique, comme la gestion des stations d'épuration.
Donc, désolée si je n'ai pas répondu. Merci Lola. Oui, j'espère que Pompilio, je ne sais toujours pas, parce que je sais que vous êtes un assidu participant, si vous êtes un monsieur ou une dame, Pompilio, parce que ce n'est pas marqué, donc je ne vais pas me tromper si je dis merci monsieur Pompilio, et tout à coup vous me dites ah non, non, je suis une dame. Dites-moi, monsieur ou madame Pompilio, vous êtes homme ou madame, madame, nous marier avec plaisir, parfait. Ah oui, on ne demande pas autant. Merci beaucoup. Comme ça, je le sais. Madame Pompilio, je vous remercie. Et on continue avec mes collègues. Ah oui, mais Léona, il y a des questions. Intervenez-vous en termes de lobbying sur les politiques européennes en faveur de la protection des mers et océans? Oui, tout à fait. Alors, on est dans différents réseaux. Je parlais du, Youth for Ocean Forum, mais il y a différents réseaux dans lesquels on travaille. En termes de plaidoyer juridique, nous, notre combat, en fait, il y en a 2. Il y a forcément les récifs coralliens où on aimerait qu'ils aient une, protection juridique en tant que telle, puisque ce qui se passe avec, le corail, donc le corail, c'est un mélange entre, un animal, un végétal et un minéral. Donc, il a finalement la catégorie juridique d'animal et devrait être préservé en tant que tel. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Le corail, il a une protection juridique en fonction de l'endroit où il est implanté. Donc, s'il est dans une aire marine protégée, il va être préservé. S'il ne l'est pas, bon, bah, tant pis. Et ça, pour nous, c'est un problème qu'il ait une protection finalement lacunaire et pas à part entière. Donc, on milite là-dessus, puisque finalement, il y a aussi cet objectif d'avoir 30% d'aires marines protégées d'ici à 2030. Donc, c'est un des combats qu'on porte, mais on est conscient que finalement, même si on a des aires marines protégées, est-ce qu'elles sont vraiment protégées et comment est-ce qu'on fait pour être certain qu'elles le soient? Donc, nous, on fait déjà des tests sur nos récifs à nous, puisque, comme je mentionnais au début, on a créé un récif artificiel au large de l'île de Corfou en Grèce. Donc, quand je dis récif artificiel, ça ne veut pas dire que c'est du faux corail, ça veut simplement dire que c'est une structure qui a été créée par la main de l'homme et qui permet en fait de booster la croissance du corail, comme un petit peu en permaculture, où on va faire, voilà, du bouturage de certaines plantes. Et ben, on peut faire du bouturage de coraux avec, des petites, pouponnières. Donc ça, c'est un premier projet, qu'on a et on essaye de le documenter le mieux possible, pour pouvoir, augmenter, la conscience collective autour de cette thématique. Et le deuxième combat qu'on mène en tant que, plaidoyer juridique, ça va plutôt être sur, le changement de catégorie juridique des déchets capillaires finalement, puisque j'ai expliqué un peu avant que 1 kilo de cheveux, ça absorbe jusqu'à 8 litres d'hydrocarbures. Le problème, c'est que un cheveu qui est coupé, il est considéré comme un DOM, un déchet ordure ménagère. Et à partir du moment où il va se gorger d'hydrocarbures, ça va devenir un déchet toxique. La problématique, c'est que les filtres que nous, on crée, à partir du moment où ils sont essorés, donc à la façon d'une éponge, vous imaginez, on met une éponge dans un bac dans lequel on a, par exemple, simulé une marée noire, hop, on met l'éponge. En 30 secondes à 1 minute chrono, l'éponge est pleine d'hydrocarbures. On essore cette éponge. Ce procédé, il peut être fait jusqu'à 7 fois d'affilée. Ce qui veut dire que, bah, voilà, on a quand même la capacité vraiment d'avoir quelque chose de très impactant. Or, avec ce problème, juridique, vous ne pouvez pas remettre votre éponge dans l'eau puisque vous ne mettez pas un DOM dans l'eau, mais un déchet toxique. Donc à partir de là, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc ça, c'est un combat, qu'on essaye de mettre en place puisqu'on se rend compte que finalement, d'un déchet capillaire, on peut en faire une ressource et de cette ressource-là, on peut la valoriser une 3e fois, puisqu'une fois que le filtre est souillé, bah, finalement, les cheveux, c'est organique et le pétrole, ça reste une matière première. Donc, on peut soit le brûler et faire de l'énergie, soit extraire le pétrole et puis qui réintègre le circuit classique. Donc, voilà. Je ne veux pas vous interrompre, mais je me pose la question. Vous dites, nous intervenons, nous créons un filtre. Mais vous êtes combien dans cette petite association?
Alors, on est 8 cofondateurs, ça on l'a déjà dit, et on est une dizaine à travailler de façon permanente. Donc, en gros, on a 3 salariés. On a 2 et bientôt 3 alternantes et 2 services civiques, et après ça va vraiment être, la communauté et le réseau. Donc on sait qu'on a notre antenne pour transformer les déchets plastiques. Là, on va avoir en soutien, des étudiants de l'INSA, des étudiants de l'AIR, des professeurs, des chercheurs au CNRS, des designers. Enfin chaque, pôle qu'on gère va avoir vraiment ses relais, de façon à ce que, pour le moment, en l'absence de financement suffisant pour pouvoir embaucher, on puisse quand même continuer nos actions. C'est pour ça que le plaidoyer juridique, ça va plutôt être quelque chose où on va verbaliser nos problématiques de façon à ce qu'il y ait peut-être d'autres organismes qui travaillent dessus. Donc là, en l'occurrence, sur le plaidoyer, on travaille beaucoup avec Wild Legal, qui est une organisation qui travaille en fait sur la catégorisation des écocides, à quel moment on peut juger d'un écocide, puisqu'on mentionnait les récifs artificiels et nos projets de restauration en Grèce. Il faut savoir qu'en Grèce, il y a énormément de forages d'hydrocarbures dans la zone de l'Épire qui vont vraisemblablement avoir des répercussions négatives sur nos projets de restauration. Et donc là, on est dans la démarche de voir si on peut acquérir notre propre aire marine protégée, mais ça coûte trop cher. Et encore une fois, si elle n'est pas véridiquement préservée et que c'est juste un papier qui dit OK, ça c'est à vous, dans ce cas, ça nous intéresse un petit peu moins. Donc voilà, l'idée de Octopus, c'est vraiment cette idée de communauté qu'ensemble, finalement, on peut réussir à préserver la biodiversité marine, on peut réussir à éduquer, à sensibiliser, et c'est grâce à nos bénévoles et à nos adhérents qu'on peut autant faire fonctionner nos mini antennes de recyclage, que ce soit plastique ou cheveux, intervenir en milieu scolaire, être présent sur des événements, et puis essayer de porter nos valeurs jusque devant les Nations Unies, comme ça a été le cas pour Lisbonne. Parfait, merci beaucoup encore une fois, Lola. Ah oui, il y en a encore, il y a une question. Ah, voilà, il répond. Merci beaucoup pour cette réponse très intéressante. Avez-vous des conseils en termes de ressources documentaires pour en apprendre plus sur les politiques européennes de protection des mers et sur vos actions, celles de vos partenaires sur le sujet? Oui, bien sûr. Alors, déjà, ce soir, il y a un documentaire qui sort sur Arte, qui va parler des solutions. Je ne l'ai pas encore visionné, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc, je vous invite à regarder cette série documentaire. Par rapport au corail, donc c'est sur Netflix malheureusement, je ne sais pas si ça se trouve ailleurs, mais je suis assez finalement mauvaise en téléchargement et tout ça, donc j'utilise pas mal YouTube et Netflix. Le documentaire, il s'appelle Chasing Corals, et il explique en fait voilà, le réchauffement climatique, ce que c'est le corail, où est-ce qu'on le trouve, comment il vit et comment il évolue. Après, il y a un documentaire qui va prêter un peu plus au débat, qui s'appelle Seaspiracy, donc S-E-A comme S-E-A, Seaspiracy, S-P-I-R-A-C-Y. Je pourrais à la limite vous envoyer les liens ou le mettre dans le chat, qui lui va parler plutôt de la préservation de la biodiversité marine vue sous l'angle de l'enjeu de la pêche. Donc, dans quelle mesure est-ce que la pêche peut être responsable? Ça va donc parler des différents labels, ça va parler de cette notion de aire marine protégée, oui ou non, comment. Et ce qui est intéressant, c'est que ça met en balance
les méthodes de pêche, que ce soit de la France, du Japon ou de la Grande-Bretagne. Et on va finalement découvrir que la France a quand même une responsabilité qu'on ne soupçonne pas. Donc, je vais pas en dire plus, mais ça, c'est trois documentaires qui sont assez intéressants. Et voilà. Et Bloom, je vous conseille de suivre Bloom aussi, qui est pour moi l'association qui mène le plaidoyer juridique devant les institutions européennes de la plus belle des façons, puisque là, ils ont réussi à faire interdire ce qu'ils appellent le deep sea mining, donc l'exploration minière des fonds marins, puisque c'était quelque chose qui devait commencer en 2023. Donc, il faut s'imaginer voilà, de l'extraction minière où finalement le gouvernement français était à deux doigts d'accepter qu'on aille dans les fonds marins pour aller chercher ce type de ressources. Et là, finalement, Emmanuel Macron a confirmé son refus d'aller vers l'exploration des fonds marins la semaine dernière. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très, très actuel et pour lequel il faut se battre, je pense, au quotidien parce que 2023, c'est dans pas longtemps. Magnifique ce qu'on vient d'apprendre et ce que tu viens nous dire concernant toute cette activité que vous faites, je pense, au quotidien, hein, parce que vous êtes des salariés aussi. Oui. Quelqu'un d'autre a une question? Ah oui, il y en a encore. Attends. Voilà. Est-ce que vous savez ce que vos déchets organiques capillaires déversent comme gaz à effet de serre lorsqu'ils sont majeurs, la menace de réchauffement climatique? C'est un peu compliqué hein, comme question. Ouais. Est-ce qu'on a une idée des gaz qui sont rejetés? Est-ce que vous avez une idée de ce que vos déchets organiques et capillaires déversent comme gaz à effet de serre lorsqu'ils sont majeurs, la menace de réchauffement climatique? Je comprends pas la fin de la question. Est-ce que vous savez ce que vos déchets organiques capillaires déversent comme gaz à effet de serre? Alors, à mon sens, il n'y a pas de gaz à effet de serre qui sont déversés par les déchets capillaires, puisque déjà, nos déchets capillaires, ils sont stockés minimum pendant 30 jours, de façon du coup à devenir une ressource qui va être morte pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle est manipulée par des bénévoles, donc c'est pas forcément super agréable que de manipuler les cheveux ou poils d'animaux de personnes ou d'espèces qu'on ne connaît pas. Donc, pour éviter tout risque de contamination, il y a un confinement de la ressource qui est fait. Et quand on dit matière organique, justement, c'est 100% biodégradable. Donc, la seule action que les déchets capillaires vont faire, c'est finalement l'absorption des hydrocarbures. Donc, l'empreinte carbone, pour moi, elle est inversée et elle n'est pas engendrée par le déchet capillaire en tant que tel. Par contre, la question se pose de qu'est-ce que deviennent finalement ces filtres lorsqu'ils sont souillés? Et ça, c'est une très bonne question puisque finalement, nous, nos filtres, ils ont peu d'impact puisqu'à partir du moment où on brûle les cheveux, à part avoir une odeur un peu de cochon grillé, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ça va disparaître sans qu'il y ait de production de gaz nocifs. Par contre, si on brûle les filtres lorsqu'ils sont gorgés d'hydrocarbures, là, on n'est plus du tout sur les mêmes gaz qui vont être rejetés. C'est la raison pour laquelle c'est une opération que nous, on ne va pas réaliser avec l'ONG et on va plutôt sous-traiter. Donc là, si on reprend l'exemple de la marée noire à l'île Maurice, ce qui avait été envisagé, c'était un partenariat avec Veolia ou Suez, je ne me souviens plus, mais bref, une entreprise qui a l'habitude de traiter ce type de ressources de façon à pouvoir alimenter en énergie la périphérie de Maurice par la combustion. Donc nous, on n'a pas la main sur ce que deviennent finalement les filtres une fois qu'ils sont souillés. Et c'est aussi la raison pour laquelle on n'a pas ouvert cette activité pour le moment de façon officielle. Pour le moment, on teste juste l'intérêt des gens.
parce que l'île Maurice, c'est fini. Le Covid, on va dire qu'on commence à en sortir doucement, doucement. Mais de là, aller sur des gros projets de dépollution au niveau national qui seraient encadrés avec des scientifiques et d'autres personnes, on n'y est pas encore. On a fait 2 opérations pour le moment après l'île Maurice. On a fait une opération d'urgence à l'étang de Berre, puisqu'il y a eu un bateau qui s'est échoué. Et du coup, nous, c'est vrai qu'on est sollicité plus dans l'urgence. Donc, on avait fait ça et on a délimité aussi la zone de baignade du Prado à Marseille à 2 reprises. Une fois pour éviter, donc pendant le Delta Festival, que les cosmétiques, Moneuil, et cetera, des festivaliers aillent au large, puisque une des pollutions aussi aquatiques, ça va être les crèmes solaires qui sont vraiment un super danger. On avait délimité la zone de baignade avec nos filtres pour cette question-là. Et cette année, donc l'année d'après, on a refait cette expérience, mais pour le coup, parce qu'il y avait la parade maritime à Marseille, ce qui permettait d'éviter que les hydrocarbures aillent aussi au large. Donc voilà, pour résumer, on va être sollicité plus sur des actions d'urgence. Donc là, finalement, les partenaires, ils vont se présenter spontanément puisqu'ils ont envie d'être crédités sur, oui, ils ont aidé à la résorption de tel et tel accident portuaire ou autre. Et notre objectif, c'est éventuellement, dans le cadre d'un projet Interreg ou européen, de voir comment on pourrait réaliser cette mesure d'impact, avec quel partenaire, et faire cette dépollution du Rhin, qui est notre objectif depuis qu'on a tourné la page de l'île Maurice. Un bel objectif. Un bel objectif. Il y a un fort intérêt de la part de nos participants. Donc, une question de plus. Travaillez-vous en collaboration avec d'autres ONG de défense des océans, telles que CHFR ou autres? Ah oui, bien sûr, puisque, comme je disais en préambule, personne de l'équipe est issu du milieu environnemental ou scientifique. En ayant travaillé dans le monde humanitaire, j'avais, entre guillemets, mis le doigt sur quelque chose qui me dérange, qui va être un petit peu cette concurrence étrange dans le domaine humanitaire ou social. Alors que finalement, quand on est dans le prisme environnemental, c'est le combat qui est le plus important, et la mutualisation des compétences est essentielle. Donc oui, on connaît très bien Sea Shepherd, Surfrider, et puis en tant que jeune organisation, ça nous tenait aussi à cœur, puisqu'on est pas la seule structure jeune, mais quand même une des seules qui a une connaissance aussi aiguisée des financements européens, pour moi-même avoir travaillé avec les institutions européennes ou les Nations Unies avant d'avoir créé Octopus. On est beaucoup sollicité sur ces questions-là. Donc, on va travailler avec Clean My Calanque qui sont à Marseille. On va travailler avec Nettoyons Lyon qui sont du coup à Lyon. DK Cleanup à Dunkerque qui font un énorme ramassage des déchets sur la plage du débarquement chaque été. Enfin, vraiment, on a un gros réseau d'associations environnementales qui nous sollicitent, qu'on accompagne ou vers lesquels on s'adresse quand on a des besoins X ou Y. Mais ce qui est vraiment essentiel pour nous, en tant que jeunes et petites structures, c'est d'avoir un réseau qui nous soutient et où on peut mettre de côté la concurrence, les financements, etc., juste pour ne pas faire le travail 50 fois, en fait. Très bien, merci beaucoup Lola. Une autre question, je ne vois pas. Mais par contre, il y a des personnes qui ont posé des questions et qui vous remercient concernant vos réponses. Et en effet, la réponse d'avant, c'était assez scientifique, pour dire, assez technique concernant les déchets capillaires et l'effet de serre. Mais il vous remercie. Donc, quelqu'un d'autre veut poser une question? Sina, peut-être? Ou... Ah non, il y a, pour avoir étudié le droit environnemental en tant que scientifique, je vous adresse mon soutien. Si besoin, vous pouvez me solliciter. Ah, ben voilà, c'est Pompilio. Madame Pompilio, merci beaucoup.
C'est d'ailleurs cette dame-là qui vous a remercié pour la question que vous avez posée et que vous avez répondu tout à l'heure. Oui, je pense que c'est essentiel dans une organisation d'avoir une posture qui va être entre guillemets transparente. Donc voilà, moi j'ai aucun mal à dire que je suis juriste, que j'ai des compétences dans tout ce qui va être la formation, l'animation, mais par contre pour ce qui va être plus scientifique, plus communication ou autre, je préfère réorienter vers mes collègues ou nos partenaires plutôt que de dire une bêtise entre guillemets. Mais ce qui est important dans notre équipe, c'est vraiment cette recherche constante. Pas forcément de la vérité, mais de la vérité qui va être la nôtre. Puisque quand on regarde les chiffres du recyclage, on a l'impression que c'est maîtrisé, on a l'impression que tout va bien. Et finalement, quand on va creuser un petit peu en surface ou en profondeur, on se rend compte qu'on n'y est pas du tout. Donc, cette recherche d'une vérité commune pour pouvoir avancer en toute bienveillance et en connaissance de cause, elle est essentielle. Et par rapport à ça, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et on invite tout le monde qui a un petit peu de temps à venir nous voir dans nos locaux, aux ateliers éclairés, dans le quartier du Port du Rhin, ou à nous écrire s'il y a un petit peu de temps, ou voilà, juste de connaissances, d'organisation, de documentaires à partager. Voilà, on n'a pas la science infuse non plus, même si on travaille depuis longtemps maintenant sur le sujet et on est ouvert à toute proposition. Merci beaucoup, Madame Pompilio. J'invite les autres qui nous écoutent de faire de même que Madame Pompilio. S'ils peuvent aider, pourquoi pas, mais s'ils peuvent adhérer, pourquoi pas aussi. S'ils peuvent faire un don, pourquoi pas aussi. Mais ils peuvent même venir dans vos locaux, comme vous avez dit, pour être sensibilisés sur cette question-là. Nous arrivons petit à petit à... Merci beaucoup, je vous remercie encore. Vous avez une adresse courriel, on va vous le donner. Nous, on l'aura. On va le mettre sur le chat, l'adresse courriel de notre invité. Nous arrivons petit à petit à la fin de cette heure de discussion. Et moi, il y a une question qui me brûle les lèvres. Vous sensibilisez, vous préservez, vous dépolluer les océans. Mais j'ai vu sur votre site, par ailleurs, très bien fait, je suis d'accord avec Émilie, Erasmus+. Qu'est-ce que c'est? Moi, je sais qu'Erasmus+, c'est un programme européen, bien réussi d'ailleurs depuis 30 ans. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la protection des océans? Alors justement, pour nous, on voit ça comme un tremplin, puisqu'on a une communauté qui va être relativement jeune et le fait de pouvoir envoyer des jeunes en mobilité, ça va permettre aussi de diffuser les valeurs de l'ONG en dehors de Strasbourg, en dehors de la France. Donc on va pas forcément être très, très regardant sur la thématique de ces mobilités. On essaie quand même de faire en lien, de faire en sorte que ça soit en lien avec nos valeurs. Mais là, samedi, on a un groupe de 4 personnes qui va partir en Turquie pour une formation sur le digital. Donc on peut se poser la question de où est le rapport avec Octopus. Justement, finalement, nous, Octopus, on utilise le digital pour diffuser nos valeurs. Récemment, on avait aussi une formation en Arménie sur la musique et la danse. Pareil, on se pose la question de où est le rapport avec Octopus. Si on retourne au sommet mondial des océans qui a eu lieu à Lisbonne, il y a eu justement des jeunes qui ont fait des performances de danse, collectif Minuit, il s'appelle, pour sensibiliser de façon ludique et déculpabilisante, voire complètement artistique, à l'impact de la pollution sur les océans. Et puis ce qui est important finalement, c'est d'avoir des jeunes qui se sentent suffisamment fiers de porter ces combats pour aller à l'étranger
expliquer à d'autres jeunes ce qu'ils font. Donc pour nous, Erasmus+, c'est un vrai moyen de renforcer déjà notre légitimité, puisque en ayant plus de 200 partenaires dans plus de 40 pays, en ayant seulement 3 ans d'existence, on est quand même content d'être une des associations les plus influentes dans le domaine Erasmus+. Et au-delà de ça, nos partenaires à un niveau européen, quand ils ont des questions sur comment préserver leur littoral, comment organiser une opération de dépollution, comment transformer leurs déchets en circuit court, ils savent qu'ils peuvent nous appeler, qu'on peut les conseiller. Et c'est cet échange de bonnes pratiques que nous, on a envie de démocratiser, en fait, tout simplement. Bien, merci beaucoup encore une fois, Lola. Raison de plus, je m'adresse aux jeunes et aux moins jeunes aussi, raison de plus d'adhérer à cette organisation non gouvernementale parce que vous pouvez voyager à moins de frais. Je pense aussi que vous pouvez payer le séjour ou les billets. Mais C'est 100% pris en charge, que ce à peu soit le vol, l'hébergement, la oui. formation. Il y a juste l'adhésion à Octopus, Oui. mais du coup qui est valable pendant 1 an. Et après, vous pouvez C'est partir. combien l'adhésion? Pour les éco-volontaires, c'est 60 € l'année. Bon, bien sûr, voilà, défiscalisable à hauteur de 66% pour les personnes qui payent des impôts. Et ça vous permet de partir en mobilité autant de fois que vous voulez sur l'année, sachant qu'on a à peu près 2 mobilités par mois, en gros, voire plus. Entre mai et septembre, on en a beaucoup plus en général. Parfait. Parfait. Donc, on arrive au terme de cette heure de conférence et je tiens à remercier encore une fois Lola Haute d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir expliqué d'une manière assez claire ce qui fait son organisation qui nous incite à réfléchir aussi. Je pense à nous tous. La protection de l'environnement, la protection de la planète, c'est notre protection à nous. Donc moi, je vous incite, chers participants, à adhérer à cette association, à faire un don. Et moi, je m'engage publiquement de faire un don ce soir ou demain, ou plus tard. Et je suis sensible à ces actions, d'autant plus qu'il y a une bonne partie de volontariat. Et soutenez une organisation comme Octa Pass, il ne faut pas le dire en français, et vous vous soutenez vous-même. Non seulement vous vous sentez bien, vous faites une action humanitaire, une action de protection de l'environnement, comme je dis, tu te protèges toi-même. On protège notre avenir, nos enfants. Parce qu'il y en a qui disent, je vais terminer, je vais te donner la parole après. Il y en a qui disent, ah, moi, ça ne me concerne pas. Aujourd'hui, je ne sais pas, moi, ce qui va se passer dans 30 ans. Ah bon? C'est parce que tu vas mourir, toi, et ça ne t'intéresse plus. Et en même temps, c'est la planète qui va mourir aussi avec toi. Donc, sur ces paroles pas très optimistes, je donne la parole pour terminer à Lola. Je voudrais terminer en remerciant toutes les personnes qui m'ont écoutée. J'espère que j'ai été assez claire parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses, donc des fois c'est pas forcément intelligible. Mais l'idée d'Octopus, c'est l'optimisme. C'est de finalement se dire que malgré cette éco-anxiété qu'on a et qui est partout en ce moment, de se dire qu'à l'inverse du colibri où, entre guillemets, chacun fait sa part, là, l'idée, c'est de se retrouver, c'est de faire les choses ensemble et de voir si l'addition de ces petites gouttes de colibri, finalement, peuvent pas nous redonner des océans pleins de vie. Et pour ça, je vous invite à vous renseigner sur ce que c'est le corail, parce que une fois qu'on a découvert ça, et s'il y a des plongeurs ou des plongeuses dans le lot, je pense que vous savez de quoi je veux parler. En tout cas, voilà, je vous invite à découvrir ce monde sous-marin dont on a découvert finalement que 4%. Donc c'est rien. Et il y a encore de très belles découvertes à faire et j'espère qu'on pourra les faire ensemble. Magnifique, Lola. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler
parce que ce que vous dites, c'est très intéressant, mais c'est riche. Et 1 heure, je pense que ça ne suffit pas, même si nous avons dépassé les 4 minutes. Mais je dois remercier tout le monde qui ont participé à cette conférence. Et je vous dis donc un jour et bonsoir. À très bientôt.